Du côté de la française, vous avez, vous, identifié quelques peut-être risques un peu supérieurs qui pourraient venir aggraver la situation que vous nous avez décrite, de cette volatilité qui effectivement était annoncée dans toutes les notes de la fin d'année? Thibault l'a dit, les facteurs de risque, ils sont toujours présents. On a en particulier un facteur de risque, qui est un facteur de risque, je dirais, un peu rongeant, hein, qui a pu se crisper à certains moments, au moment du premier accident en Chine l'été dernier, qui s'est recrispé en fin d'année dernière. C'est la dynamique globale de la croissance mondiale. C'est quand même un sujet de préoccupation, puisque on voit bien qu'on est en tendance à la décélération. C'est assez communément partagé par l'ensemble des pays. Et ce qu'on observe tout récemment, et qui, moi, me préoccupe au niveau des fondamentaux, j'ai toujours pensé qu'on pouvait avoir des trajectoires boursières correctes dans ce phénomène de décélération de la croissance mondiale, qui est surtout d'ailleurs une décélération du commerce mondial, avec des zones domestiques qui restent assez dynamiques en termes de consommation. Je pense qu'on peut avoir des dynamiques boursières correctes là-dessus, mais là, on a plutôt des mauvaises surprises, et plutôt des mauvaises surprises un peu partout. On a en effet une accalmie du stress de marché sur la Chine et sur l'Asie en général, mais on a quand même des indicateurs macroéconomiques qui partout sont à nouveau plutôt décevants par rapport à des attentes qui étaient extrêmement modérées. Vous avez vu, on ne va pas tous les reprendre, les derniers chiffres du Japon, les derniers éléments américains, même en Europe, c'est quand même pas très brillant. Donc on est sur une trajectoire qui est une trajectoire de décélération de la croissance mondiale, qui est en soi un facteur de préoccupation. On a vu par rapport à ça des banquiers centraux qui ont été très mobilisés par rapport à cette dynamique de croissance mondiale, qui s'accompagne également de préoccupations de désinflation ou de déflation. Et on a observé un phénomène récent qui me paraît, moi, très important, c'est de voir à quel point les marchés ont switché mental par rapport à ce positionnement des banques centrales. Plusieurs années de confiance et d'accompagnement des banques centrales dans les marchés financiers, avec certaines bulles qui se sont fait jour sur l'obligataire, mais pas que. Et puis là, tout d'un coup, vraiment un point d'inflexion où cette confiance se transforme en défiance par un catalyste que moi j'identifie tout particulièrement, qui est l'impact que peut avoir ce schéma de taux négatifs partagé à peu près partout dans le monde aujourd'hui. Et le catalyste de cet événement, ça a été bien sûr la dernière baisse des taux japonais. Et donc cet effet des taux négatifs sur la profitabilité du monde bancaire en général, qui s'est cristallisé soudainement et qui a provoqué une partie, je pense, de ce stress bancaire. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où on se dit que plus les banques centrales en feront désormais, et plus elles vont noyer le moteur. C'est trop tard, on en a trop fait, on a noyé le moteur de la possible reprise. Ça dépend de quoi on parle. Je pense que sur les taux d'intérêt, on est arrivé au bout de la logique. Personnellement, le dernier geste a été, à mon sens, un geste de trop. Le geste japonais a été un geste de trop. Et on voit bien aujourd'hui, au niveau des banques européennes, à quel point le dernier mouvement de la BCE en territoire négatif, aujourd'hui, préoccupe les grandes banques européennes, si solides soient-elles en termes de solvabilité, sur leur profitabilité future et sur leur futur business model. Sur le quantitative easing en général, il y a probablement encore aujourd'hui quelques espoirs qu'il est difficile de prédéfinir, mais il est probable que la mobilisation des programmes de quantitative easing d'une manière un peu différente peut redonner de l'oxygène sur certaines classes d'actifs et sur les marchés en général. Les banquiers centraux, ils peuvent faire partie des sujets de préoccupation, effectivement, Thibault, que ce soit la Fed, on a bien compris que les 4 hausses de l'année, on pouvait a priori faire une croix dessus. Ils ont parlé de QE malgré tout. Vous me disiez tout à l'heure en préparant, ils sont bien obligés d'en parler parce que tout le monde en parle, mais... Oui, voilà, maintenant on parle de baisse de taux de la Fed, quantitative easing, qu'ils n'ont jamais évoqué comme des scénarios crédibles, mais qui ne s'interdisent pas parce qu'un banquier central, par définition, ne s'interdit rien, surtout quand il est sujet à des chocs exogènes que sont le pétrole ou que sont la politique chinoise sur lesquels ils ne peuvent rien. Donc par définition, il n'y a pas de raison qu'ils se l'interdisent. Pour autant, la difficulté pour nous, elle est simple. Elle revient de 2 problèmes. Le premier problème, c'est que les banquiers centraux ont une crédibilité qui est très forte, qui est plus aussi forte sur leur capacité à faire monter les marchés avec rien, ce qui est plutôt bien, mais qui est très fort sur le diagnostic économique. Et quelque part, on a le sentiment que c'est les seuls qui arrivent à peu près à nous dire ce qui va se passer. Et donc, on est à la fois très content quand il faut quelque chose, et on est très inquiet quand ils nous disent qu'il y a encore besoin de faire des choses, alors qu'on aurait envie
que leur action commence à s'épuiser et que la dynamique économique prenne le relais. Et puis, on voit qu'on est arrivé aussi un peu au bout et qu'avec des mécanismes de marché qui fonctionnent plus très bien avec des taux aussi négatifs, avec de tels volumes, on arrive à des anomalies qui donnent l'impression que ça serait bien de s'en passer. Un exemple très concret, les taux allemands se sont effondrés depuis le début de l'année. Ils n'étaient pas très bas, pas très hauts certes, mais ils sont quand même effondrés. Pendant ce temps-là, les CDS allemands, c'est-à-dire le coût du risque allemand, n'a fait que monter. C'est typique ce genre de mouvement qui montre qu'on est arrivé au bout de la logique. On a des acheteurs de dette allemande qui sont principalement les banques centrales. D'un autre côté, personne ne veut vraiment du risque allemand. Voilà, on est dans un schéma où il est important que l'économie prenne le relais. Elle est plus ou moins en train de le faire en Europe parce que je partage l'idée de Pascal que les chiffres sont pas brillants. Maintenant, il faut quand même se rappeler de quoi on parlait il y a 2 ans et à l'époque, ce qui aujourd'hui nous paraît très brillant. En revanche, on n'est pas à des niveaux classiques d'accélération alors que le stimulus est au maximal. Même. Donc oui, il y a une inquiétude. Il y a surtout une inquiétude quant au fait que les marges de manœuvre sont faibles. Mais c'est bien, parce que du coup, on peut dire que cette baisse des marchés, elle correspond à une cure de désintoxication vis-à-vis des banques centrales. On est sur un assainissement peut-être des marchés de ce point de vue-là, là, en ce moment. Oui, alors après... Alors du coup, les mauvaises nouvelles sont prises comme des mauvaises nouvelles. Ça fait baisser le marché, mais... Encore une fois, il faut aussi se rendre compte que la baisse des marchés, c'est aussi une baisse de stress très fort sur le pétrole, sur des politiques non coopératives, avec des corrélations qui sont parfois à 80% entre des actifs comme le Nasdaq, biotech et le pétrole qui ont quand même un lien d'un point de vue théorique qui n'existe pas. Donc aujourd'hui, honnêtement, on ne peut pas se dire que c'est les banques centrales qui font la crise. Ce qu'on peut se dire, c'est que leur capacité à gérer des crises qui en général correspondaient à la zone, puis qui correspondaient de moins en moins à la zone était réelle, et qu'aujourd'hui, des crises qui n'ont vraiment plus rien à voir avec elles, elles ne peuvent plus les gérer. C'est au marché de l'accepter. Dans ce contexte-là, Pascal, comment est-ce qu'on regarde les entreprises? Parce qu'au final, c'est aussi ça, le marché financier. Il y a des publications de résultats. Même du côté des bancaires, ça n'a quand même pas été si dramatique que ça. Même bon pour certains. On voit quand certains résultats sont bons, comme ceux d'Ingenico, que ça part au tapis sur des estimations de marge. Enfin voilà. Comment est-ce que vous percevez finalement le sous-jacent, j'ai envie de dire, des marchés, qui devrait peut-être être la question principale, c'est-à-dire l'état de santé des entreprises? J'ai toujours la conviction que ça va être ça notre point d'horizon. Donc c'est très important de le garder en ligne de mire. Objectivement, ce qu'on a comme indication sur les consensus 2016 et 2, la saison des résultats qui, vous le savez, bat son plein, moi, me semble de nature à devoir rester prudent sur la classe action en général. Pourquoi? Donc, on a parlé de la macro. Les attentes bénéficiaires sont toujours révisées de manière très marquée. Et je n'observe pas à ce stade, sauf peut-être, il y a un point d'inflexion intéressant à noter sur la toute dernière semaine, ce qui devrait être le cas quand on baisse les attentes, on devrait avoir de bonnes surprises. Eh bien, je n'observe pas sur les premières semaines de cette saison de niveau de surprise qui soit très enthousiasmant, sauf encore une fois sur les tout derniers jours où là on a eu des publications européennes qui étaient plutôt meilleures. Quelle est l'attente aujourd'hui des analystes? Alors on peut le voir de manière positive ou de manière négative. D'ailleurs, on peut lire ça des deux façons. Les attentes, elles sont très basses. Elles ont été révisées de manière drastique, de pratiquement 30 à 40% sur le dernier mois. Les attentes du consensus, nous on regarde le consensus FactSet. Vous attendez aujourd'hui des niveaux de progression bénéficiaire qui sur l'ensemble de l'année sont à 3-4% en Europe et sont flat aux États-Unis. Donc c'est très très conservateur. Et donc c'est pour ça que je suis un peu réservé moi sur l'attente des progressions boursières cette année, c'est que en supposant qu'on n'ait pas, alors on a eu on le sait, une compression des PE dans le mouvement récent sur la baisse des actions, mais si on suppose qu'on n'a pas d'extension forte des price earnings cette année, dans un contexte macro-micro plutôt terne, et si on imagine avoir finalement des progressions boursières qui sont cohérentes avec ces niveaux de progression de bénéfices, ça nous fait des espoirs de progression boursière qui sont très modestes. Et puis vous avez raison de le dire, stock par stock, valeur par valeur, la réaction des marchés est extrêmement épidermique, les sanctions sont très violentes, dans les deux sens d'ailleurs, on a des réactions dans les deux sens, mais plutôt à la baisse pour l'instant, ce qui montre bien que le marché est très nerveux encore sur ce sujet-là et n'est pas stabilisé de ce point de vue-là. Donc c'est probablement une des classes. Sur les equities européennes, vous faites à ce jour, vous faites à peu près moins 8%. C'est pas un crack, c'est juste un ajustement. Et sur cet ajustement, la glissade est plus importante si on prend les plus hauts d'avril. Absolument. Et puis si on prend certains secteurs comme le secteur financier dont j'ai parlé tout à l'heure et qui lui me semble
trop stressés là pour le coup. Hein. Donc Thibault, même. Chez Financière Bull, on a envie de regarder le verre à moitié plein. Donc l'analyse de Pascal, je la partage sur le sentiment mitigé, mais la lecture qu'on nous est un peu différente. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que les résultats sont de très bonne facture, généralement assez nettement meilleurs qu'attendus, et que les entreprises prennent des gros gains sur les perspectives qu'elles donnent, qui sont vues comme pas assez optimistes. Et nous, la lecture qu'on a, c'est que les sociétés, 1, ont retenu la leçon de 2008, et 2, se rendent compte que leur environnement est très incertain, avec des inputs, c'est-à-dire des coûts de fabrication qui varient au gré des matières premières, avec des sorties liées aux devises asiatiques qui bougent très vite, et que donc elles font œuvre de prudence face à beaucoup d'incertitudes et une capacité à prévoir les flux futurs qui est plus faible. Et donc nous, on a envie de penser que les résultats sont pas si mauvais et que la prudence des entreprises pour ne pas décevoir ne doit pas être interprétée comme une forte inquiétude, mais plutôt comme le fait qu'il vaut mieux prévoir des hausses limitées et surprendre plutôt qu'être encore trop optimiste et que des facteurs exogènes qu'elles ne peuvent pas prévoir viennent les plomber. Donc, vision plutôt optimiste du marché. Je serais un peu plus dubitatif sur les banques avec l'idée que, comme on le dit depuis longtemps, le modèle des banques est érodé, c'est-à-dire que la hausse des demandes en capitaux qui est constante, baisse le risque des banques, mais baisse aussi la rentabilité, et que c'est un mouvement de long terme qui va avoir du mal à s'arrêter. Et donc dans ce cadre-là, on a du mal, sur une horizon à 10 ans, je parle, de voir des progressions des rentabilités. En revanche, comme ça s'accompagne d'une baisse du risque, je vois pas du tout de risque de crise systémique sur les banques. Alors est-ce que c'est pas assez cher et qu'il y a 10% à reprendre? Peut-être. En revanche, est-ce que sur 10 ans, c'est le type d'entreprise dans lequel on a envie d'investir? Non. Le face-à-face aujourd'hui entre Pascal Auclair et Thibault Prébet. Merci beaucoup à tous les deux. Bon retour pour cette fin de semaine sur les marchés. Pascal Auclair, la Française Asset Management, Thibault Prébet, Financière Arbovel. Et restez avec nous dans un instant, toute l'actu du jour avec Sophie Tussaud. Et juste après, on vous apportera des idées de fonds, des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir votre épargne. À tout de suite sur BFM Business.